Bonjour, mardi 21 février 2023 et une petite réflexion dans un domaine qui n'est absolument pas le mien, mais c'est une réflexion qui m'est venue à propos d'un incident tragique, d'un fait divers tragique aux États-Unis, un monsieur passé à tabac et qui meurt quelques jours plus tard, et l'inculpation des 5 policiers qui sont responsables de sa mort. Ce qui en fait un fait divers un petit peu particulier aux États-Unis, c'est qu'en général, la victime est d'origine africaine, un afro-américain, et les policiers responsables sont, eux, des blancs, des caucasiens, comme on les appelle là-bas. Ici, en tout cas, les 5 premiers inculpés sont eux aussi des Afro-Américains. Ça qui n'enlève rien, bien entendu, à l'horreur de ce qui s'est passé de 5 policiers apparemment déchaînés, parce qu'on les voit sur la caméra. Les caméras ont prise, les caméras qu'ils ont sur leur torse ont pris ça, et donc on voit ce qui s'est passé. Et bon, c'est pas ça qui m'a conduit une réflexion, mais c'est une discussion à propos de ce qui allait se passer en termes d'inculpation et la distinction qui allait être faite entre l'intention de causer un dommage à une personne et l'intention de la tuer. Et pour ce qui est de ce cas en particulier, cela ferait une différence de savoir si les policiers avaient l'intention de tuer la personne ou simplement de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Ça n'a pas beaucoup de sens, bien entendu, de manière tout à fait évidente, mais on comprend que ces policiers seront jugés de manière plus clémente si on considère qu'ils avaient l'intention de faire du mal à la victime, mais pas de le tuer. Dans une bagarre générale comme celle que l'on voit, où des policiers s'acharnent sur une personne, difficile de dire qu'ils ont véritablement l'intention de le tuer. Il est clair qu'ils ont l'intention de lui faire du mal. Mais du coup, les pensées s'enchaînent dans ma tête en disant cette distinction entre intention de tuer et cette distinction de faire du mal n'a aucun sens dans le cadre d'une justice qui serait inspirée par la psychanalyse. Pourquoi? Parce qu'il y a une distinction faite de manière traditionnelle en psychanalyse entre ce qui est de l'ordre de la délibération et de ce qui est de l'ordre de l'automatisme. Bon. On considère, à partir de Freud, que le moi est une instance qui est plus ou moins, je dirais, en contrôle de ce qui apparaît à la conscience, qui peut en tout cas s'asseoir autour d'une table, prendre un bout de papier, calculer quelque chose, se mettre d'accord avec d'autres personnes qu'on va faire ceci et on va le faire de telle et telle manière. Et puis il y a tout le reste, tout ce qui se passe dans la journée, tout ce qu'on essaye de montrer dans la petite vidéo qu'on a faite récemment dans le cadre de Pribord, que la plus grande part de notre activité, ce sont des activités qu'on appelait autrefois instinctives, de l'ordre de l'instinct, des pulsions, des besoins physiologiques qu'il s'agit d'assurer, des choses de cet ordre-là. La partie qui revient en réalité au moi conscient est minime, même quand nous faisons quelque chose d'assez compliqué en termes de coordination, comme de conduire une voiture. Nous pouvons être pris dans une conversation tout à fait passionnante avec notre voisin ou avec des gens derrière nous. On peut écouter la radio. Quand il se passe quelque chose de l'ordre de l'accident, on pourra dire « je ne faisais pas attention », comme si on pouvait ne pas faire attention quand on conduit une voiture. Eh bien, effectivement, oui, on peut ne pas faire attention. Il y a beaucoup de ce qui se passe chez nous qui est de l'ordre du pilote automatique. Je ne parle même pas de la respiration, des battements du cœur. Mais on sort de chez soi. Est-ce que j'ai vraiment bien fermé la porte? Non, il faut retourner voir. Pourquoi? Parce que c'est de l'ordre de l'automatisme. Toutes ces choses se font, je dirais, en pilote automatique. Alors, quand il se passe quelque chose, un incident grave, si vous tuez quelqu'un quand vous êtes en pilote automatique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous aviez l'intention de faire du mal? Est-ce que vous aviez l'intention de tuer? Des choses de cet ordre-là, tout ça n'a véritablement pas de sens. D'où vient le fait que la justice fonctionne à partir de catégories qui ne marchent pas véritablement. Je parle du cadre général qu'on appelle voilà, notre conscience, à sa disposition un organe qui s'appelle la volonté. La volonté a la capacité de produire de son côté des intentions
ces intentions, la volonté décidera ensuite, déterminera s'il faut les mettre en application, les exécuter, oui ou non. Bon, tout ça, ça n'a aucun sens en termes de véritable comportement des êtres humains, mais c'est comme ça que ça marche. D'où est-ce que ça sort? On appelle ça la théorie psychologique de Brentano. Brentano est la personne qui, au 19e siècle, a pris la psychologie populaire, celle qui était inscrite dans la langue, où il y a effectivement la conscience, où il y a la volonté, il y a les intentions, etc. Et il en a fait un système philosophique dont il a dit que c'était véritablement comme ça que ça marchait. Bon. À partir de cette époque-là, les psychologues, la psychanalyse, Monsieur Benjamin Libet nous a montré qu'on ne fonctionne absolument pas de cette manière-là, qu'en particulier ce que nous appelons l'intention, quand nous pouvons la formuler, eh bien, elle nous apparaît à la conscience une demi-seconde après que nous avons commencé, notre corps effectivement, commencé à réaliser l'acte en question. Donc, voilà, donc c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors, est-ce que la justice a tenu compte de cela? Oui, 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 bien entendu. D'abord, il y avait cette catégorie qu'on utilise apparemment de moins en moins, et je crois qu'elle a même disparu en droit français, vous me corrigerez là-dessus, la notion de crime passionnel. Voilà, le crime passionnel. On pourrait dire que ces policiers, on n'emploie pas le terme pour ça, mais si on revient à l'étymologie du terme passion, qui n'est pas simplement des relations amoureuses, on pourrait dire que dans le feu de l'action, ces policiers ont tué qui ont tué M. Tyrone Nichols, ont commis un crime passionnel. C'est dans la passion, voilà, c'est le groupe tout entier qui s'est mis à frapper, et qui a continué à frapper et qui a emmené ce monsieur à l'hôpital où il est mort quelques jours plus tard. Alors, on a tenu compte de cela, que ce cadre brentanien de M. Brentano, de la conscience, il y a de la volonté, qui est la volonté qui réalise les intentions, etc., que ça ne se passe pas toujours comme ça, et qu'en particulier dans le feu de l'action, dans une bagarre au sein d'un couple, puisque c'est de ça qu'il s'agissait essentiellement avec cette notion de crime passionnel, tout le monde sait que ça ne se passe pas nécessairement comme ça, et que s'il y a des choses qui commencent à voler, et s'il y avait des couteaux qui étaient brandis, et si finalement il y avait quelqu'un qui était tué, que ce serait pas que ces notions d'intention délibérée de faire du mal ou d'intention délibérée de tuer, tout ça n'a aucun sens. On s'était rendu compte de cela. Il y a d'autres notions, bien entendu, qui sont introduites et qui permettent de corriger ce schéma les conséquences de ce schéma de psychologie populaire à la Brentano, la notion de circonstances atténuantes. Oui, c'est vrai qu'il y avait ceci ou ça, une enfance malheureuse, etc. C'est-à-dire, c'est quoi une influence malheureuse? Une enfance malheureuse, eh bien, c'est introduire des notions d'ordre sociologique à un milieu qui n'était pas favorable à ce qu'on prenne de bonnes décisions. Par la suite, un milieu qui n'était pas favorable parce que les parents se conduisaient eux-mêmes d'une manière qui a pu, sinon, être héritée, du moins avoir été copiée. La notion, bien entendu, de responsabilité atténuée, ou de responsabilité entièrement considérée comme absente. Il y a des gens auxquels on n'attribue pas la possibilité d'avoir un moi qui a une volonté et que cette volonté formule des intentions qui seront réalisées par la suite, etc. Ces personnes ont une responsabilité atténuée. On ne peut pas les prendre en disant « vous aviez l'intention de faire ceci, vous l'avez fait de l'intention délibérée ». Ça paraît tout à fait évident dans le cas de ces personnes-là qu'on ne peut pas le faire. Alzheimer, différents types de psychoses, des choses de cet ordre-là, la schizophrénie et ainsi de suite. Donc la justice, sans être freudienne, a dû déjà composer avec la réalité. Quand on parle de la jurisprudence, il faut regarder dans des cas particuliers ce que le juge a décidé. La capacité du juge à recentrer, je dirais, le cadre général. Tout ça, ce sont des tentatives, je dirais, de corriger la psychologie qui vaut pas un clou, qui est la sous-jacente à la justice, la remplacer par quelque chose qui marche, par par des retouches, mais pas du tout à partir d'une conception à proprement parler freudienne de l'individu comme composé d'une partie consciente qui peut éventuellement produire de la délibération et agir en fonction de cette délibération, et un ça qui intervient comme
la partie cachée, qu'on appelle souvent la véritable vérité des personnes en question, de la personne en question, sa vérité au niveau de ses comportements, c'est le ça, c'est ce qui apparaît dans les actes manqués. Voilà, vous laissez votre parapluie, dit Freud, chez une dame, c'est pas délibéré, mais ça vous dérange pas du tout de devoir retourner pour redemander votre parapluie. Le lapsus, Monsieur Bush qui entend parler d'erreurs de jugement à propos de l'Ukraine et qui dit malencontreusement l'Irak à la place. Bon, voilà, la vérité qui transparaît dans le lapsus. Tout ça, la justice en réalité n'en tient pas véritablement compte. Elle a ce faux cadre dans lequel on essaye de corriger avec la jurisprudence des notions comme le crime passionnel autrefois, les circonstances atténuantes, la responsabilité plus ou moins atténuée, etc. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? En fait, chez Aristote, il y avait déjà l'embryon d'un autre type d'approche. À la fin de l'éthique à Nicomaque, il parle des vertus et il parle de la justice, le cadre général de la justice. Et il pose la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de lois. Et il dit si tous les citoyens étaient des gens qui pensaient en termes de vertu et de vice et qui s'efforçaient de respecter la vertu, d'avoir un comportement vertueux et de ne pas avoir un comportement qui serait de l'ordre du vice, le problème se poserait moins de savoir s'il faut de la police, des tribunaux, des prisons pour mettre les gens, voilà, les mettre, les mettre sous les verrous pour les mettre derrière les barreaux pour qu'ils ne nuisent pas pendant un certain temps, pour les réformer éventuellement, pour ceci, blablabla. Il y a eu différentes, à partir du 16e, 17e, 18e siècle, des réflexions sur à quoi ça sert véritablement la prison. S'agit-il essentiellement de réformer le coupable ou simplement de protéger la société en le mettant loin des endroits où il peut faire du mal. Alors, que dit Aristote? Les gens vertueux, bon, c'est pas un problème pour la justice. À la limite, si tout le monde était vertueux, on n'aurait pas besoin ni de prison, ni de tribunaux, etc. Mais il y a les amis du plaisir. Ah, il y a ceux qui comprennent rien du tout à la vertu. Ils savent ce qui leur fait plaisir et ils suivent la tendance du plaisir. Et ils se réunissent en bande, voilà, pour fêter ça. Ils font la fête, etc. Je ne fais pas allusion à l'actualité directe, mais enfin, vous savez à quoi je pense en mentionnant ça. Il y a des gens qui mettent leur plaisir avant tout, et puis ils produisent des accidents tragiques, et la justice doit s'occuper de ça par la suite. Alors, le problème, pourquoi est-ce qu'il y a des prisons? Pourquoi est-ce qu'il y a des tribunaux? Pourquoi est-ce qu'il y a des lois? Parce qu'il y a des amis du plaisir qui n'entendent rien à la vertu, et que pour ces gens-là, il a bien été nécessaire d'inventer un système. C'est pas un mauvais point de départ plutôt que de spéculer à propos des intentions. La personne était plutôt du genre ami de la vertu, admirateur de la vertu et décidant de ses actes en fonction de la vertu, ou bien est-ce un ami du plaisir qui n'entend rien que, comme dit Aristote, il va finir par comprendre quand, avec ses semblables, les autres amis du plaisir, ils vont se retrouver séparés à l'intérieur d'une prison et verront que c'était pas une bonne idée finalement. Que ferait la psychanalyse peut-être, en plus d'insister sur le fait que 90% de notre comportement n'est pas de l'ordre de la délibération, que c'est pas de l'ordre de la volonté qui donne la conscience, qui utilise sa volonté pour prendre des décisions en fonction d'intentions manifestées, etc., etc. Il faudrait introduire un troisième personnage. J'ai entendu dire l'autre jour sur mon blog que cette catégorie ne renvoie à rien. Quand on dit que la catégorie du pervers ne renvoie à rien, c'est comme mon professeur Lévi-Strauss quand il dit que la catégorie de l'hystérie n'a jamais rien donné en psychanalyse, comme celle de totémisme en anthropologie. Les deux sont faux. La catégorie de totémisme est quelque chose de très très intéressant en anthropologie. Il est vrai que ce n'est pas les anthropologues qui ont trouvé comment ça marchait, mais ce n'est pas une raison pour cracher dessus. Et quand M. Lévi-Strauss dit que la catégorie d'hystérie n'a jamais eu d'intérêt, que c'était un mirage en psychanalyse, il montre simplement qu'il ne comprend pas grand-chose à ce que la psychanalyse a pu mettre en évidence.
Même chose dans ce cas-ci, la catégorie du pervers, c'est une catégorie qui existe véritablement, c'est un type de comportement. C'est quoi le pervers selon la psychanalyse? Le pervers, c'est celui qui considère qu'il y a des lois, donc il n'est pas à proprement parler un ami du plaisir, mais il n'est pas vertueux parce qu'il décide que la loi c'est lui, voilà, lui ou elle. Il va accommoder les lois selon sa volonté à lui. Et je ne vais pas, pas lancer la discussion dans un domaine conjoint, mais dont je ne veux pas parler aujourd'hui, de décider je suis de telle et telle manière, la biologie compte pas, les lois comptent pas véritablement, je fais ce que je veux. Bon, et ça va marcher comme ça. Le problème du pervers, c'est que le monde va le punir un jour ou l'autre. Il y en a qui, sans doute, qui meurent un jour sans avoir été punis, mais le monde ne fonctionne pas ça que de cette manière-là. Et un jour ou l'autre, il y a un accident, et l'accident rappelle au pervers que le monde ne s'accommode. Il y a des lois, que ces lois, elles viennent voilà, de quelque chose de l'ordre du sociologique, pour faire vivre ensemble des grandes collections de personnes, pour qu'on puisse vivre dans des villes avec 1 million d'habitants. Il faut qu'il y ait un cadre qui s'occupe des amis du plaisir, qui, eux, ne comprennent pas qu'il faut suivre des principes généraux, qu'il faut traverser dans les clous parce que ça facilite le trafic et ça évite les accidents et des choses de cet ordre-là. Le pervers, c'est la 3e catégorie. Première, l'ami de la vertu. Deuxième, l'ami du plaisir. Et 3e, le pervers qui croit que les lois, c'est que lui ou elle qui peut les inventer et que le monde se pliera à ça. Ça tient à un certain temps, et comme je le disais, il y a des gens qui meurent sans avoir été punis d'avoir cru ça, mais le monde se rappelle à leurs bons souvenirs. Je verrais bien un juge qui distinguerait entre l'accusé, le mettrait peut-être pas, je dirais, sur le papier, mais en tout cas dans sa tête se dirait, est-ce qu'il s'agit d'un ami de la vertu, un ami du plaisir, ou un pervers qui croit que la loi c'est lui ou elle. À quoi sert la petite réflexion que je viens de faire? Qu'il faudrait peut-être repenser entièrement un nouveau cadre, justement, pour la justice, où ce modèle à la Brentano, qui ne vaut pas un clou, soit éclairé par ce qu'on a pu trouver, on a pu lire chez Freud, chez Aristote et chez un certain nombre de personnes qui ont réfléchi sur les gens. Est-ce que ça donnerait un résultat? Alors la question voilà, à 1000 francs. Est-ce que ça donnerait un résultat très très différent de ce qu'on a maintenant? J'ai le sentiment que ça donnera à peu près la même chose. Ça donnera à peu près la même chose dans les comportements, mais ça éviterait d'avoir un cadre faux qu'il faut corriger à tout instant, à part des notions comme circonstances atténuantes, regarder ce que la jurisprudence a décidé, responsabilité atténuée, essayer de couper en 4 les cheveux de l'intention. Est-ce que l'intention était de la catégorie X ou Y, etc. Chose qu'on pourra jamais déterminer dans la plupart des cas. On pourrait avoir un cadre plus approprié à ce dont on parle et ça nous permettrait peut-être, chers amis, d'avoir une justice qui fonctionnerait avec moins d'exceptions, moins de machins, moins de jugements réservés à la bonne volonté du juge qui peut être de mauvaise humeur ce jour-là pour des raisons qui ont à voir avec son ça plutôt qu'avec son moi et des choses de cet ordre-là. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine quand même de réfléchir à cette question et de voir si on ne peut pas améliorer le cadre et de se débarrasser une fois pour toutes de cette philosophie de Brentano qui n'est rien d'autre qu'un cachet mis par la philosophie pour simplement confirmer les catégories qui étaient dans la langue au départ, la conscience, la volonté, l'intention, etc. Des choses qu'en réalité on n'a jamais vues nulle part. Voilà.